Bonjour, c'est l'été, les vacances approchent, on va de nouveau parler de tourisme. Alors bien sûr, la crise du Covid-19 pèse encore, il y a une timide réouverture des destinations touristiques, mais on va voir que le tourisme, c'est aussi de la géopolitique. Le tourisme, c'est un phénomène relativement récent, c'est du siècle dernier. Auparavant, seuls les plus fortunés pouvaient sortir des frontières. Il faut attendre bien sûr les congés payés, le fait d'avoir un peu de temps pour avoir des vacances, et puis surtout le boom dans les années 50, la naissance d'une classe moyenne, le développement des vols charters un peu par la suite, et donc c'est cette classe moyenne qui va augmenter le nombre de touristes internationaux. 1950, 25 millions de touristes internationaux. 2019, la dernière année pré-Covid, 1,5 milliard. On a une véritable explosion du nombre de personnes qui voyagent à l'étranger. Pendant la guerre froide, on ne pouvait ni rentrer ni sortir dans les pays communistes. On ne pouvait pas sortir parce qu'on était surveillé, et si un artiste ou un sportif partait à l'étranger, il était chaperonné par des services de sécurité, et y aller était une expédition, on ne pouvait y aller que pour des motifs politiques, on ne pouvait pas circuler librement, et donc le tourisme était quelque chose qui était interdit dans les pays communistes. Aujourd'hui, il n'y a guère que la Corée du Nord qui est toujours sur ce schéma-là. Il y a quelques gens qui font du tourisme en Corée du Nord, très bien encadré, et évidemment, les Nord-Coréens ne peuvent pas sortir de leur pays. La Chine est toujours un pays communiste et autoritaire, mais c'est ouvert au tourisme. Il y a 65 millions de personnes qui ont visité la Chine en 2019 et 169 millions de Chinois qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus. Des Chinois qui partent à l'étranger, du temps de Mao, c'était impossible, non seulement pour des questions économiques, mais également pour les questions politiques. Est-ce que toutes les dictatures sont fermées aux touristes? Non. L'Espagne de Franco était ouverte, il y avait de nombreux touristes, notamment français, qui partaient parce que c'était pas cher du fait de la faible valeur de la pesette. Les gens de gauche évitaient d'y aller, mais d'autres se disaient Franco ou pas, c'est pas cher, je vais en Espagne en vacances. À Cuba, il y avait beaucoup de touristes avant que Castro prenne le pouvoir, et il y avait les casinos, les jeux, la prostitution. Castro met fin à tout cela pour des raisons d'indépendance et politique. On va avoir un tourisme politique, les gens des pays de l'Est partaient effectivement en vacances à Cuba, où le climat est plus agréable, où les filières des PC français et italiens. Et puis lorsqu'il y a une relative ouverture de Cuba sur le plan économique, on va réouvrir le tourisme, c'est une source de devises dont Cuba avait besoin après la chute de l'Union soviétique. Obama avait permis aux Américains de partir en tourisme à Cuba. Trump s'est arrêté, et donc le secteur touristique est un élément essentiel pour l'économie de l'île. En 2019, Cuba a accueilli 4 300 000 touristes sur une population de plus de 11 millions de personnes. C'est la deuxième source de revenus du pays avec 3,3 milliards de dollars. Il y a aussi le cas spécifique de l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'elle n'est pas vraiment une démocratie. Il y a le tourisme religieux, le nombre de pèlerins qui vont à la Mecque chaque année pour le pèlerinage. Et puis, l'Arabie Saoudite essaie de développer aussi son attractivité touristique, les paysages, les déserts, pour montrer, pour faire preuve d'ouverture. Il y a le cas spécifique de Dubaï, qui est aussi un hub touristique très important, et les Émirats arabes unis veulent servir de hub aérien entre l'Europe et l'Asie. Ils sont concurrencés en ce domaine par le Qatar, qui veut faire la même chose. La Crimée était une destination touristique du temps de l'Union soviétique. C'est là que les bons serviteurs du régime pouvaient partir en villégiature. La Crimée a été totalement coupée du territoire ukrainien, rattachée y compris par un pont au territoire russe, et il y a eu en 2019 7 millions de touristes qui sont venus en Crimée. En 2013, avant l'annexion, les Russes ne représentaient que 26% des touristes en Crimée, contre 66% d'Ukrainiens. En 2015, proportion inverse, les Russes représentent 80% des touristes, contre seulement 10% d'Ukrainiens sur les 5 millions de personnes qui sont venues visiter la Crimée. Israël est également une destination touristique très connue. Un ministère du tourisme a été créé en 1956. Il s'agit de dire aux Juifs du monde entier qu'ils peuvent venir en Israël pour venir se ressourcer, aller à leurs origines, leur histoire, faire une sorte de tourisme civilisationnel. Il y a un autre tourisme religieux qui est le tourisme chrétien. Les gens veulent venir sur les lieux saints de la chrétienté. Et puis il y a un tourisme, je dirais, de curiosité, de visite pour les paysages israéliens et pour la ville, bien sûr, de Jérusalem. En 2019, Israël a attiré 4,5 millions de touristes étrangers, un chiffre qui a doublé en 10 ans pour un pays qui compte environ 9 millions d'habitants. Le transport aérien est un facteur essentiel, capital dans le développement du tourisme. On peut aller loin et rapidement, et surtout pour pas cher. Développement du charter, et puis des compagnies low cost qui, notamment en termes de tourisme intra-européen, donnent une offre considérable, notamment pour les plus jeunes et pour ceux qui n'ont pas des budgets conséquents
pour partir à l'étranger. Les croisières touristiques ont un nombre qui augmente aussi beaucoup. C'est essentiellement d'ailleurs un public américain. C'est une augmentation de 7,5% par année, avec notamment ces bateaux géants qui peuvent accueillir à des coûts relativement bas des milliers de personnes, des villes en fait flottantes. Alors les recettes du tourisme sont conséquentes. Le secteur représente 1500 milliards de dollars de recettes à l'échelle internationale en 2019, soit plus que le PIB de l'Espagne, qui est la 13e puissance économique mondiale. Ceci implique une concurrence entre les pays pour attirer les touristes et leur porte-monnaie. Concurrence au bord de la Méditerranée, concurrence également à l'échelle mondiale, puisque aussi c'est en termes d'image que se joue. Quelqu'un qui va séjourner dans un pays va avoir un peu d'affection. Généralement, pour le pays dans lequel il a résidé, il peut aussi contribuer par la suite à acheter des produits du pays. Donc c'est un impact économique et un impact d'image. En 2019, le secteur des voyages et du tourisme représentait 334 millions d'emplois, soit plus d'un emploi sur 10. Le secteur emploie 54% de femmes. Le tourisme est notamment une source d'emploi majeure dans les pays en développement et insulaires et joue donc un rôle important dans le développement de ces territoires autrefois en retrait de la mondialisation. Plus de 60 millions d'emplois ont disparu dans le secteur en 2020 du fait de la pandémie du Covid-19. Il y a aussi une multipolarisation du tourisme. Au départ, c'est seulement les riches, très riches, après seulement les occidentaux, et les classes moyennes qui se développent dans tous les pays émergents, les BRICS, mais aussi tous les autres. Il y a 60 pays émergents à peu près dans le monde. Eh bien, tous ces gens-là, toutes les classes moyennes sont des candidats au tourisme. C'est aussi un facteur de statut social, de partir en vacances à l'étranger. Les touristes chinois sont les plus dépensiers. Finalement, il y a une sorte de rectification de la balance commerciale par rapport aux exportations chinoises. Ils ont dépensé, les Chinois, 255 milliards de dollars en 2019. Devant les États-Unis, l'Europe se maintient au premier rang mondial des destinations touristiques, ce qui accueille les touristes, avec 700 millions de touristes étrangers accueillis en 2019. Devant la zone Asie-Pacifique, 380 millions. Les Amériques, 245 millions. L'Afrique, 47 millions seulement. Et le Moyen-Orient, seulement 44 millions. Classement par pays, la France, cocorico, et se classe en première position, devant l'Espagne, 3e les États-Unis. La Chine arrive au 4e rang, devant l'Italie, la Turquie, le Mexique, la Thaïlande, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est un classement qui est relativement stable. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de l'Europe? C'est les paysages et les monuments, c'est l'attrait culturel, l'ancienneté de son histoire et la facilité d'y parvenir. Les infrastructures sont développées, le réseau de transport est développé, le réseau hôtelier est également très développé. Le facteur sécuritaire est effectivement déterminant dans le tourisme. On veut aller dans des destinations sûres, tranquilles. Alors s'il y a du terrorisme, s'il y a une guerre civile, un conflit, un pays en guerre, ou même des troubles politiques, les touristes désertent. On a eu l'exemple d'ailleurs des révolutions arabes en 2011. Tout le monde soutenait la révolution en Tunisie, mais du coup plus personne n'est allé en vacances, y compris avant les attentats. Alors bien sûr, quand il y a des attentats, les touristes fuient. La Tunisie a souffert des attentats du Bardo en 2015, dans un secteur qui était déjà en crise, alors que le tourisme était une source essentielle de revenus pour la Tunisie. Et l'Égypte est régulièrement frappée par les attentats. Ceux qui font des attentats ciblent précisément le tourisme pour affaiblir l'État, pour lui faire perdre les recettes touristiques et pour effrayer les touristes pour qu'ils ne viennent plus dans le pays visé. Le tourisme, est bien sûr, a un caractère inégalitaire, un caractère inégalitaire entre riches et pauvres et entre nord et sud. Un Japonais peut, avec son seul passeport, aller dans 191 pays. Un passeport français permet de visiter 186 pays. Un citoyen qui a le passeport du Yémen ne pourra accéder librement qu'à 33 pays. Et si vous êtes afghan, il n'y a que 26 pays qui vont vous accepter librement. La démocratisation a pour effet secondaire négatif ce qu'on appelle le surtourisme. La dégradation de la situation dans les villes, les destinations qui accueillent trop de touristes et qui du fait sont en difficulté. Venise compte 55 000 habitants, elle reçoit 30 millions de touristes chaque année. C'est donc un ratio de plus de 500 touristes par habitant. Les conséquences négatives sont multiples, c'est la hausse de l'immobilier qui est la première, la difficulté de se loger parce que tout devient cher, et la hausse du coût de la vie dans les villes où il y a de nombreux touristes. Dans le cas spécifique de Venise, c'est les fondations de la ville qui peuvent être ébranlées par le nombre de personnes, et notamment par les paquebots géants, dont vous avez certainement vu des photos, qui déjà en termes esthétiques sont quand même assez choquants, mais surtout qui peuvent finalement saper les fondements même de la ville de Venise. Barcelone, Paris et Rome luttent contre Airbnb pour limiter, pour faire qu'il n'y ait pas des appartements qui soient uniquement réservés aux touristes et qui rendent plus difficiles les conditions de logement des habitants de la ville. C'est une équation un peu compliquée parce que l'attractivité de la ville est un élément important, ça rapporte des devises, ça fait de l'activité, ça crée des emplois, mais ça rend la vie quotidienne plus compliquée. Donc il y a un arbitrage à faire entre le fait d'attirer les touristes et de réguler le flux.
de touristes. Le Machu Picchu, qui est l'un des sites, ou peut-être le site le plus formidable que l'on puisse visiter, a connu une explosion. Le nombre de touristes a triplé en 15 ans pour atteindre 1 500 000. Donc l'UNESCO recommande de contingenter, de ne pas dépasser ce chiffre. Il faut maintenant réserver sa place pour pouvoir aller au Machu Picchu. L'Islande est aussi un cas à part. Du fait de l'explosion du volcan, dont je n'essaierai pas de rappeler le nom, le nombre de touristes a explosé. On est passé de 500 000 touristes en 2010 à 2 millions en 2017. Et là aussi, il y a un phénomène de surtourisme dans un pays qui est déjà d'ailleurs une destination déjà très chère. Le tourisme des masses a également des conséquences sur le plan climatique, parce que vous vous déplacez, vous prenez l'avion ou la voiture, et tout ceci crée effectivement l'émission de gaz à effet de serre. Le tourisme serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a effectivement un travail à faire sur le transport aérien. Et les 200 millions de touristes qui vont au bord de la Méditerranée contribuent beaucoup à la pollution, et notamment aux déchets plastiques qui viennent petit à petit tuer cette merveilleuse mer. Donc l'empreinte carbone de ceux qui prennent l'avion est extrêmement élevée, mais aussi ceux qui vont sur des séjours en croisière. Un paquebot en escale, c'est 800 000 litres d'eau sanitaire, 10 000 litres d'eau grise, 50 tonnes de déchets solides et 7,5 millions de litres de déchets liquides. Donc il faut s'orienter vers un tourisme durable, qui respecte les sites sur lesquels on est. Il y a des gestes élémentaires à faire. Réguler effectivement le flux pour qu'on puisse continuer à profiter de ces lieux merveilleux. Mais le tourisme, c'est aussi l'ouverture sur les autres. On n'est pas forcé de rester uniquement sur une plage à faire pile ou face, mais de rencontrer d'autres personnes, de voir du monde. Et finalement, c'est aussi des rencontres. C'est quand même l'ouverture sur l'extérieur. Donc il faut réguler le tourisme pour qu'il puisse continuer à nous enchanter, à faire des rencontres merveilleuses.